Le troc est-il l'ancêtre de l'économie? La monnaie simplifie-t-elle les échanges? Le crédit peut-il être remboursé par mon voisin? Tant de questions auxquelles on va peut-être répondre dans ce 23e épisode du Space Mountain. Attachez vos ceintures, ça va compter. Attends, c'est une prise de tête d'un autre monde. D'un autre monde. C'est quoi le Space Mountain? Bonjour ou bonsoir, en tout cas bienvenue dans le Space Mountain pour cet épisode qui sera consacré à La Dette, 5000 ans d'histoire de David Graeber. Tout de suite, premier extrait. Quand les économistes parlent des origines de la monnaie, ils en disent tous à peu près cela. D'abord, il y a le troc, puis la monnaie. Depuis près d'un siècle, des anthropologues comme moi font valoir que quelque chose ne va pas du tout dans cette image de la réalité. Avant de recourir aux outils de l'anthropologie pour reconstruire la véritable histoire de la monnaie, nous devons comprendre ce qui ne va pas dans le récit traditionnel. Graeber se propose dans ce chapitre de rectifier une idée reçue qui a la vie dure. Si ce n'est pas le cœur de l'ouvrage, qui est bien plus une réflexion sur la monnaie et la dette, j'ai choisi à dessein ce chapitre, car il remet en cause une prénotion partagée par à peu près tout le monde, et qui, en substance, peut se formuler ainsi. Les premiers humains pratiquaient le troc, puis advint un système de monnaie pour stabiliser les échanges, et enfin fut créé l'État afin de garantir que la monnaie était correctement créée. Bon, c'est totalement faux. Mais, et nous allons le voir, ceci procède d'une double méprise. La première méprise, c'est celle bien connue qui consiste à répéter une information fausse jusqu'à ce qu'elle devienne vraie. Dans notre cas, le troc primitif a gagné, car tout le monde partage cette information fausse. La seconde méprise est plus ennuyeuse, c'est celle qui tire avantage de cet a priori. Car il y a un intérêt, pour certaines personnes, à ce que le troc précède la monnaie. Mais procédons dans l'ordre et lisons donc quelques extraits de manuels d'économie que Graeber retranscrit. Donc tout d'abord, le sobrement intitulé Economics de 1996. La monnaie joue un rôle crucial dans le fonctionnement d'une économie de marché. Imaginons ce que serait la vie sans elle. L'alternative à une économie monétaire est le troc, où les gens échangent les biens et services contre d'autres biens et services directement. Un système de troc exige une double coïncidence des besoins pour que la transaction ait lieu. Quand la gamme de biens échangés est réduite, comme c'est le cas dans les économies assez peu raffinées, il n'est guère difficile de trouver quelqu'un avec qui faire échange, et l'on recourt souvent au troc. Alors comme Graeber l'écrit, ce manuel présente une vision aussi discutable que vague, mais qu'à cela ne tienne, et pour asseoir sa démonstration, il propose de citer un autre ouvrage, le Stiglitz and Drefel de 2000. On peut imaginer un paysan à l'ancienne qui fait du troc avec le forgeron, le tailleur, l'épicier et le médecin dans sa petite ville. Mais pour que le troc simple fonctionne, il doit y avoir une double coïncidence des besoins. Henri a des pommes de terre et veut des chaussures. Joseph a une paire de chaussures en trop et veut des pommes de terre. Le troc peut les satisfaire tous les deux. Mais si Henri a du petit bois et que Joseph n'en a pas besoin, comment obtiendra-t-il les chaussures de Joseph ? Il faudra que l'un des deux aille chercher d'autres personnes dans l'espoir d'organiser un échange multilatéral. La monnaie permet de simplifier considérablement l'échange multilatéral. Henri vend son petit bois à quelqu'un d'autre contre de l'argent, et il utilise cet argent pour acheter les chaussures de Joseph. Donc, ce que Graeber veut nous dire, c'est que ces manuels disent en gros la même chose. Le troc, c'est compliqué, il fallut donc que l'argent advienne afin de simplifier les échanges. Afin d'enfoncer le clou, il cite encore le Macroéconomie de 99. Pour comprendre comment la société tire avantage d'un intermédiaire des échanges, imaginons une économie de troc. Ou encore le Economics Explained de 91. Imaginez les difficultés que vous auriez aujourd'hui si vous deviez échanger directement votre travail contre les fruits du travail de quelqu'un d'autre. Et, comme Graeber l'écrit lui-même, on pourrait multiplier les exemples à l'infini. Je suis navré pour cet empilement de citations dans la citation, mais elle est nécessaire. Ceci, afin de montrer que beaucoup de manuels d'économie disent la même chose du même sujet. C'est un peu lourd en bouche, mais c'est une démonstration. S'il n'y avait pas tous ces exemples, Graeber ferait la même chose que ceux qu'il critique, c'est-à-dire inventer des situations qui n'ont pas existé, mais qui finissent par devenir un a priori partagé par tous, à force de paresse intellectuelle et de bourrage de crâne. Mais allez, cessons là les doubles guillemets et revenons au fond, et à ce que Graeber en dit. Pour les économistes, l'histoire de la monnaie commence toujours par un monde imaginaire du troc.
Le problème est de localiser ce fantasme dans le temps et dans l'espace. Parlons-nous des hommes des cavernes, des insulaires du Pacifique, des Indiens du Far West ? Ce n'est qu'un pays imaginaire qui ressemble beaucoup à ceux d'aujourd'hui, sauf qu'on en a retiré, on ne sait comment, la monnaie. Par conséquent, tout est absurde. Quel être doué de raison ouvrirait une épicerie dans un endroit pareil ? Et comment ferait-il pour l'approvisionner ? Première charge de Graeber, et effectivement, lorsqu'on y réfléchit posément, rien de cela a de sens. On prend notre système économique actuel, avec des épiciers et des boulangers, et paf, on enlève la monnaie. Bah évidemment que c'est débile. Un épicier ne naîtrait jamais dans un tel contexte, lui dont le travail est conditionné par le fait d'avoir une monnaie à peu près stable sur laquelle on indexe la valeur de toute chose. Mais bon, cela n'a pas l'air de gêner les économistes de penser que l'on peut inventer un passé lointain dans lequel les gens troquaient leurs biens avec les mêmes procédés que le font les économies de marché aujourd'hui. Simplement, comme ils étaient cons, ils avaient pas inventé les billets de 500 balles. Une fois cela dit, je suis sûr que vous vous demandez, alors d'où vient cette idée largement répandue selon laquelle le troc précède la monnaie ? Adam Smith... Pardon, oh là, j'ai voulu le faire entrer en jeu avec panache, mais apparemment ça a foiré. Adam Smith, professeur de philosophie morale à l'université de Glasgow, a créé la discipline économique. Cette histoire, il ne l'a pas fabriquée entièrement ex nihilo. Aristote s'était déjà livré à des spéculations vaguement semblables dans son traité sur la politique. Au départ, suggérait-il, les familles devaient produire tout ce dont elles avaient besoin pour elles-mêmes. Peu à peu, certaines se sont probablement spécialisées. Les unes ont cultivé du blé, d'autres ont fait du vin, et elles ont échangé l'un contre l'autre. La monnaie a dû naître de ce processus, supposait Aristote. Dans les années qui ont suivi Christophe Colomb, tandis que les aventuriers espagnols et portugais écumaient le monde en quête de nouvelles sources d'or et d'argent, ces vagues récits ont disparu. Il est clair que nul n'a annoncé la découverte d'un pays du troc. La plupart des voyageurs, des XVIe et XVIIe siècles, dans les Indes occidentales ou en Afrique, postulaient que toute société aurait nécessairement sa propre forme de monnaie, puisque toutes les sociétés avaient un État et que tous les États battent monnaie. Et une fois de plus, tout cela est tellement chargé d'a priori et de prénotions que rien semble pouvoir sortir de sérieux. Allons donc, Graeber postule assez clairement qu'il n'y a pas eu de société du troc, et que cela vient vraisemblablement du pater economicus Adam Smith. Mais alors pourquoi l'inventeur de l'économie moderne disait-il une telle chose ? Smith est un libéral. Il s'inscrit dans une tradition libérale qui soutient que moins l'État s'occupe de l'économie, mieux c'est. Et il est possible qu'à un moment donné de son histoire de l'économie toute personnelle, il eut besoin d'affirmer que la monnaie naquit avant l'État. Parenthèse, alerte complot, je ne pense pas que Smith ait tronqué l'histoire volontairement, Je pense qu'il était sincèrement convaincu par sa thèse, et que simplement, il avait été amené, par ses convictions, à penser ainsi. Bref, parenthèse fermée, reprenons. Smith, donc, est un libéral, qui souhaite amoindrir le pouvoir de l'État, comme tout libéral. Il affirme donc que la monnaie naquit avant l'État. Car si la monnaie préexiste à l'État, alors ce n'est pas la fonction de l'État de s'occuper de la monnaie, vu qu'elle existait avant lui. Mais bon, cessons d'accabler ce pauvre Adam, et lisons-le directement. Dans une tribu de chasseurs ou de bergers... Oui, j'y peux rien, Adam il a cette voix-là. Un individu fait des arcs et des flèches avec plus de célérité et d'adresse qu'un autre. Il troquera fréquemment ses objets avec ses compagnons contre du bétail ou du gibier. Et il ne tarde pas à s'apercevoir que, par ce moyen, il pourra se procurer plus de bétail et de gibier que s'il allait lui-même à la chasse. Par calcul d'intérêt donc, il fait sa principale occupation des arcs et des flèches, et le voilà devenu une espèce d'armurier. Bon, alors là c'est la fête du slip, car on ne sait pas d'où ça sort, mais ok, ça s'est sans doute produit comme ça, car c'est écrit noir sur blanc dans La richesse des nations. Donc ce bouquin d'Adam Smith, de 1776, est un ouvrage fondateur de la discipline économique. Et c'est un livre, d'économie, pas d'histoire. Du coup, l'on se fiche pas mal de savoir qui sont ces tribus de chasseurs ou de bergers dont il nous parle. On se fiche pas mal de savoir si ce type qui fabrique des flèches a réellement vocation à accumuler plus de gibier. On se fiche pas mal de savoir s'il est tenté de produire des flèches toujours plus et toujours plus vite. On se fiche pas mal de savoir s'il est pensable dans une société traditionnelle que l'on développe un métier sans intérêt dans une tribu qui de toute façon n'existe pas. Bref, je m'emballe un peu mais comprenez. Ici, nous sommes dans le royaume de l'imagination. Smith n'a pas pour vocation de faire une histoire de l'économie, mais d'expliquer pourquoi est-ce que l'humanité est arrivée au point où elle en est, et, surtout, pourquoi cela est naturel, et donc juste. Il fallait que la monnaie advienne afin de permettre des échanges multilatéraux entre des gens produisant des objets différents. Ainsi, l'on a créé l'argent, et l'endroit où le dépenser, l'épicier. Donc, l'air de rien, on passe tranquillement de la tribu des gratte-noisettes, aux petits commerçants du XVIIIe siècle, sans justifier d'aucun développement pour comparer ces situations, somme toute, très différentes. Mais, bon,
tant pis. Revenons à notre histoire de sauvages sans monnaie pour voir comment ils évoluent. Donc maintenant qu'ils se sont rendus compte, ces abrutis, qu'ils ne pouvaient pas échanger la même paire de chaussures toutes les semaines, vu qu'au bout d'un moment, tout le monde avait déjà 15 paires de chaussures, ils décidèrent, un jour d'été, de devenir les Grecs et les Romains. Et donc, devenus un peuple civilisé, ils commencèrent à utiliser des barres de métal précieux afin d'avoir une valeur commune, qui pourrait s'échanger contre tout le reste. Une proto-monnaie, en fait. Et Graeber revient sur l'analyse de Smith en écrivant « On voit aisément où mènent ces réflexions. L'usage de lingots de métal irréguliers est plus commode que le troc, mais une standardisation des unités ne rendrait-elle pas les choses encore plus simples ? Oui, bien sûr, et c'est ainsi qu'est né le monnayage. Certes, il implique la participation des États, puisque ce sont eux, en général, qui gèrent l'hôtel des monnaies. Mais, dans la version courante de l'histoire, les États n'ont que ce rôle unique et limité, garantir la masse monétaire. Et souvent, ils s'en sont fort mal acquittés, puisque tout au long de l'histoire, des rois sans scrupules n'ont cessé de tricher en réduisant le titre réel des pièces et en introduisant l'inflation et d'autres troubles politiques dans ce qui était au départ une question de simple bon sens économique. Ah, Graeber, il est pas tendre avec Adam Smith, hein. Mais bon, son point me semble assez légitime ici. En gros, Smith, dans son histoire de sauvage devenu civilisé en inventant une proto-monnaie, laisse entendre qu'il s'agit d'une dynamique logique, simple et naturelle, que d'observer des échanges se monétarisant de plus en plus. Et vous le savez, si vous voulez avoir l'air d'être du côté du bon sens, du pragmatisme, de ne pas faire de l'idéologie mais d'accepter la réalité, il faut que vous fassiez comme si vous étiez du côté de la nature. Pas de ce que vous voulez, mais de ce qui est. Ce qui a toujours été et qui ne peut pas changer. Ou alors, si changement il y a, ce ne sera pas naturel, et donc ce sera désordre et chaos. Donc il est logique, pour Smith, que le monde primitif fut un monde d'échange de biens et de services, entre deux agents économiques qui, n'ayant pas toujours besoin de ce que l'autre fournissait, développèrent un système monétaire, le troc, puis la monnaie. Cette histoire est partout. C'est le mythe fondateur de notre système de relations économiques. Elle s'est ancrée si profondément dans le sens commun que la plupart des habitants de la planète seraient incapables d'imaginer une autre explication possible pour la création de la monnaie. Le problème est qu'il n'y a aucune preuve que les choses se soient passées de cette façon, et qu'une montagne de preuves suggère qu'elles ne se sont pas passées de cette façon. Cela fait maintenant des siècles que les explorateurs essaient de découvrir le fabuleux pays du troc. Aucun n'y a réussi. Car si je disais plutôt que pour Smith et les libéraux, il était nécessaire que la monnaie apparaisse avant l'État afin que celui-ci lui soit subordonné, il est encore plus nécessaire que l'échange apparaisse avant toute chose, afin de devenir la pierre angulaire de toute l'économie. Pour Smith, la base de la vie économique est un certain penchant naturel à tous les hommes qui les porte à trafiquer, à faire des trocs et des échanges d'une chose pour une autre. Je répète, un certain penchant naturel. Encore une fois, on dit que ça a toujours été comme ça, qu'on ne peut pas faire autrement, et qu'il est même bon et juste que cela se déroule ainsi. Les humains, de tout temps, se sont considérés comme des agents économiques naturels et rationnels, et ont fait des échanges parce qu'ils trouvaient cela naturel et rationnel. Et si c'est prouvé par à peu près rien, pas de problème, il suffit de le répéter ad nauseam dans les manuels, et comme souvent, la qualité laisse place à la quantité. Et tout le monde finit par croire votre histoire de troc primitif qui mène à la monnaie, qui mène à l'État, stabilisant la monnaie. L'ouvrage d'anthropologie définitif sur le troc, rédigé par Caroline Humphrey, pourrait difficilement être plus tranchant dans ses conclusions. C'est bien simple, aucun exemple d'économie de troc n'a jamais été décrit, sans parler d'en faire émerger la monnaie. Toute la recherche ethnographique existante suggère qu'il n'y en a jamais eu. Et en effet, en ethno, anthropo, socio, ce que vous voulez logis, nous trouvons des dizaines de systèmes différents, mais pas ce pays du troc imaginaire que nous dresse Adam Smith. Cet épisode a déjà pas mal duré, j'ai beaucoup trop répété Adam Smith, donc je vais me contenter de vous citer quelques exemples. Chez les Pashtuns du Pakistan, ou chez les Nambikwara du Brésil, le troc est exclusivement réservé aux étrangers ou aux ennemis. On ne troque pas avec ses semblables. Du coup, il va falloir qu'Adam m'explique comment les gens peuvent s'échanger des bagnoles entre eux, mais bon. Autre cas, en la nation iroquoise des Sénéca, si un type avait besoin de quelque chose, il en parlait à sa femme. Elle allait elle-même en parler au conseil des femmes du village, et si elle décidait que le besoin était justifié, elles allaient dans la maison longue récupérer la nourriture ou les matériaux dont le type avait besoin, et lui donnaient. Et c'est tout. Des sociétés traditionnelles qui vivent sans troc, il y en a pléthore. Des sociétés primitives de sauvages qui trottent des chaussures contre des flambis, il y en a pas. Conclusion. Une fois de plus, il est facile de répéter quelque chose sans s'y pencher jusqu'à ce que la puissance de la rengaine fasse vérité. Et, en l'occurrence, l'idée reçue que le troc précède la monnaie qui précède l'État est une supposition non assise sur l'observation.
Et vous le savez, en anthropologie, si on fait appel sans cesse à des tribus de sauvages sans jamais citer précisément des sociétés localisées dans l'espace et le temps, bah ça vaut rien. Malgré tout, ces prénotions sont rarement innocentes. Et, sans dire que cela est une stratégie délibérée, il s'agit bien plus vraisemblablement d'une intuition logique, car découlant d'un paradigme ordonné, que l'on peut résumer comme suit. Il fallait que les êtres humains soient naturellement portés sur l'échange, afin que le troc advienne tout aussi naturellement. Il fallait que le troc précède la monnaie, pour que celle-ci soit régulatrice et ordonnatrice des échanges entre les acteurs économiques. Il fallait que la monnaie précède l'État, afin que celui-ci lui soit postérieur et donc subordonné. Or, comme nous l'avons vu dans la réalité, cela ne se passe pas du tout comme ça. Et lorsqu'on déroule toute une théorie, économique ou pas d'ailleurs, basée sur une prémisse fausse, le reste peut sensiblement être remis en question. Je ne peux donc m'empêcher de terminer avec cette phrase de Graeber. Vous souvenez-vous du vocabulaire des manuels d'économie ? Imaginez une société sans monnaie. Imaginez une économie du troc. L'une des choses que ces exemples montrent avec une parfaite clarté, c'est combien l'imagination de la plupart des économistes est limitée. Merci à toutes et à tous pour votre oreille attentive, ou vos oreilles attentives si vous en avez deux. C'était le 23e épisode du Space Mountain, consacré à La Dette, 5000 ans d'histoire, de David Graeber. En attendant le prochain, n'hésitez pas à réécouter les précédents épisodes, ils sont faits pour échanger de la valeur, fût-elle non monétaire. Je vous retrouve très vite.